Bien, bienvenue à toutes et à tous. Nous espérons que vous avez eu un bon déjeuner, voire petit déjeuner. Je sais que certains d'entre vous sont à distance et bien loin de nous. Nous avons beaucoup de questions qui nous arrivent. Beaucoup de gens connectés, des gens d'Iran, Roumanie, Afrique du Sud et d'autres pays. Continuez, surtout, n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions. On ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions, mais nous ferons de notre mieux. La session suivante va porter sur le domaine de la santé. Nous allons parler santé ensemble. Ce que nous savons, c'est qu'il y a une différence entre les intentions et la réalité. Nous avons toujours de très bonnes intentions en matière de santé et ça ne se traduit malheureusement pas toujours par des faits. Nous allons avoir le Dr Patel qui est avec nous. Eric, avant cela, vous souhaitiez dire quelque chose. Oui, je suis complètement en désaccord avec vous. Je pense prendre les bonnes décisions pour ma santé. Ah, alors j'ai pu dîner avec vous, c'est pas toujours le cas. Dr. Mitesh Patel Alors, and my friend, colleague, and one of our champions within the Patel BVA family regarding the application of une des behavioral personnes science qui est avec to nous this specific sector of également healthcare. pour discuter Suzanne du sujet de la Kirkendall, santé. who is also the Suzanne CEO of qui BVA Nudge était également North CEO de America. BVA Nudge Consulting Amérique du Nord. Alors, on va démarrer avec Mitesh Patel. Puis, nous allons entamer la table ronde avec nos invités présents ici et Suzanne en direct des États-Unis. C'est parti. I am honored to introduce our guest speaker for the Healthcare and Pharma session at the Human Advantage Conference. Now, Suzanne Kirkendall, who is the CEO of BVA Nudge Consulting North America and one of the BVA Group champion regarding healthcare, and myself will be speaking with Dr. Mitesh Patel. Mitesh is Vice President for Clinical Transformation and National Lead for Behavioral Insight at Ascension Health, and Dr. Patel was the founding director of the Penn Medicine Nudge Unit from 2016, I think, to 2021. He is a leading expert on using nudges, gamification, and wearables to improve health. He has led more than 25 clinical trials, maybe we will speak of some of them, in partnership with health system, insurers, employers, and community organizations that tested ways to design nudges, incentive, and gamification to change clinician and patient behavior. His work has been published in leading medical journals and has been featured in numerous media outlets, including the New York Times, NBC Today, Wall Street Journal, Washington Post, Forbes, Bloomberg, Time, NPR, and CNN. Welcome, Mitesh. It is really a pleasure, and we are very excited to welcome you at the Human Advantage Conference. Thank you. Great to be here. Hi, Mitesh. We're really happy to have you. So to start with, could you tell us more about the Penn Medicine Nudge Unit? This was the world's first behavioral design team embedded within a health system, which you created and led up until last year. So what inspired you to start it? Yeah, as over the last decade, healthcare has really transformed in the way we make decisions. It used to be that clinicians were making decisions on pen and paper or through conversations. And all of that has now become digital through the expansion and adoption of electronic health records. On the patient side, things have also transformed in that, patients in the last 10 years have now all started using smartphones, wearables, other devices, so we can actually get data in new ways from them. And they're starting to engage more in things like telemedicine and patient portals. And those two changes, clinicians now adopting electronic health records, patients using connected devices, mean kind of two major things. One is that our opportunity to understand what decisions or behaviors are happening has changed. We can see what doctors have prescribed at the individual level. We can zoom out to an entire health system or insurance program. And we can look for variability in ways that we couldn't do when that data was on paper.
and we can do that in real time. But it also means that we can intervene in real time when those clinicians or patients are making decisions through these digital choice, architecture platforms. We can change the information that's presented when they're prescribing a medication or ordering a test or treatment, or we can change the default options and so on and so forth. And so that really sets itself up to being able to understand how do we then change behavior. And that was the real idea behind the Penn Medicine Nudge Unit, doing this more systematically, testing different ways. Oftentimes people are implementing things in the electronic health record or patient portals and kind of moving forward. And we wanted to take a more systematic approach to see if we could change behavior and then scale that across our organization and other organizations around the world. Amazing. So you mentioned things like defaults and other types of interventions that you could potentially do. Could you tell us more about some of your favorite projects that you did at the Penn Medicine Nudge Unit? Sure. I can start with the project that really kickstarted the idea or the interest around the Nudge Unit. Our health system had been struggling at Penn Medicine for years on generic prescribing. As many people know, generics are the exact same as brand name prescriptions, the same chemical formulation, but brand name prescriptions can be much more expensive. And they tried giving clinicians feedback on their performance. We held grand rounds about how we were the worst performing health system in the entire Philadelphia region compared to others. We were even getting penalties from our largest insurer to try to motivate us to prescribe more generics, but it really wasn't working. And so we did a test within internal medicine clinics in the practices where I actually trained, and looked at what if we change the default. And there are different ways you can change the default. It can be what's displayed up front to what's on the final page. And ultimately, after some testing, we realized that we could let the clinician go about their ways. And the clinicians had said they wanted to prescribe generics, but they just don't always remember to do that, or the infrastructure is not there to make it easy. We added a checkbox that said dispense as written. If that wasn't checked, the prescription, whether you ordered the brand or the generic, went to the pharmacy as generic. If it was checked, when the physician wanted to prescribe a brand name prescription, then it would go to the pharmacy as brand name. And that small change took about an hour to implement, but it didn't happen very quickly. It basically took over 1 to 2 years for it to actually happen. This was before we had a nudge unit so that we could do this systematically. But it dramatically changed behavior. Our generic prescribing rate went from 75% to 99%, essentially overnight, and has stayed that way for the past 5 years. In just the first 2 years, if you just look at the top 100 meds for what we prescribed, that saved about $32 million in unnecessary prescribing. And much of that benefit went to insurance companies and the patients themselves. So that was like the light bulb moment for the health system. Wow, 1 hour of work. Had we done this, more proactively and systematically, could change behavior. What else is kind of going on in the health system, and led to a kind of a call for proposals, a crowdsourcing campaign for us to start collecting more things and working on this more proactively. I think that's a really great example because it shows how behavioral science can be such an amazing tool that gives you ROI that nothing else can. When you really understand how to change behavior really effectively, you can do a 1 hour project and get $32 million in results. So that's really, really cool. So from there, that was the project that kicked things off for you all at the Nudge Unit. Can you tell us a little bit more about some other case studies that might inspire our attendees? That seems like a hard one to top. Yeah, we have a lot of examples. I would say, the first, when we did the crowdsourcing campaign, we expected to get maybe a couple of ideas. We ran it for three weeks, and we got more than 225 submissions for people who said, hey, I'm a nurse on the front line of care. I can see that it would be easier for us to be able to, get patients triaged by doing this, or a clinician who would say, hey, we need to change the default for this and so we took that process. We held like a tournament, and the top 10 ideas got to present to the CEO, the CMO, and the leadership of our health system. And we picked 3. Those 3 were on how do we improve referral for cardiac rehab, how do we decrease unnecessary opioid prescribing, and then specifically in our emergency medicine departments, and then how do we decrease unnecessary imaging for patients who have cancer and at the end of life. And so I'll quickly talk about those. I'll start with the opioid one, since that's, we're still the world is going through an opioid epidemic. What Kit Delgado, a colleague of mine in the emergency departments, began to realize is as they transitioned to a new electronic health record, the default for the opioids was 30 tablets. And that kind of makes sense if you come into the ED and you need emergency department and you need your cholesterol medication or your diabetes medication. We'll give you 30 days, and then you go see your doctor within those 30 days.
But if you come in for a knee sprain, or you twisted your ankle or something, maybe you don't need opioids at all. But if you do, you certainly don't need 30 tablets. And so they recommended adjusting it to the guidelines, which were about 3 to 5 days of opioids. We settled on 10 tablets. And so we implemented that, Kit Delgado's team, and over the course of implemented 3 different emergency departments kind of in sequential fashion, and it cut opioid prescribing in half just by changing the default. Now, again, as many people know, defaults don't force clinicians to prescribe things. So if somebody did come in and they needed more, they could get that. But we were also able to default. So if you search for an opioid, it showed you Tylenol and ibuprofen at the top of the list. And then it showed you the opioid option. So it reminded you, hey, you could prescribe another medication with the opioid, so you can prescribe a smaller dose. And that's helpful because people who are on the size of the first opioid prescription you get is directly linked to whether or not you're going to be taking opioids a year or 2 from now and addicted to them. And so if we can decrease unnecessary opioids, that can be very helpful for public health. Another example in cardiac rehab. Cardiac rehab is a structured exercise program for 12 weeks after you have a heart attack or stroke. It's been shown to reduce readmissions and mortality or death by 30%. Lots of great evidence for it, covered by insurance. Cardiologists will tell us it's like fluoride in the water. Every patient should get it. It's like a free gym membership with a cardiologist on site to give you feedback on your medications and your diet. But less than 15% of our patients were even being referred. That meant if 100 patients have a heart attack at our hospitals, 85 go home without ever being told, hey, you should get cardiac rehab, and it's covered by your insurance. And what we found out is it was really hard to do. It was on paper. The doctors had to fill out like 25 fields while they were rounding on patients. And so we essentially did a couple of things. We made it really easy for the doctors. We pre-templated the form. Now it's all digital, but it used to still be on paper. All they had to do was sign off. And we changed the kind of the script for the patient. It's not, should this patient go to cardiac rehab? It's, is there any reason this patient should not go to cardiac rehab? From opt-in to opt-out kind of discussion. We changed the way they rounded. And then we had a care manager come to the patient with a vetted list of sites that the patient could go to and help them get set up for their appointment. And what happened is we turned that on, and the referral rate went from 15% to 85%, and has been maintained that way ever since. We had a comparison hospital that we compared to that essentially remained flat. And so it was net over a 50 percentage point increase in the referral rate. And referring patients is great, but we want to know, do they actually show up? And the show up rate went from 33% to 55%, so nearly double. But so net, if you take all the patients before the intervention, 15% were referred and a third of them went. So 5% actually went to cardiac rehab. Afterwards, it was 55% of 85, which is 40. So we went from 5% cardiac rehab attendance to 40%, 8-fold increase. And if you think about it, we just made it easier for the doctors to do what they had wanted to do. And this is an area that we've been doing more work in as I've transitioned to Ascension around how do we decrease sludge? This idea of like all the stuff that slows down. And so that's a good example of some of the work from Penn where we decrease sludge. Final example from that first crowdsourcing campaigns around imaging at the end of life, patients who are getting radiation to make the cancer less painful. They don't need x-rays and CT scans every day because those are meant to prevent bad outcomes 20, 30 years from now. But these patients only have days to weeks to live. But 80% of them were getting daily imaging. We realized that there was no default set in the electronic health record, so we just changed the default to no imaging. And the unnecessary imaging rate went from 70% to 30%. The goal was to get about 20 or 30% of patients still need it because they have a complex cancer or they're morbidly obese or something else. And so we were able to really drop that. We saved about 5,000 imaging tests a year. And those were previously bills that were going to the patient's families after the patient passed away. We also were able to give that time back to the patients at the valuable last days of life so they could spend that time with their families. So it was net a win all around. Amazing. We're hearing a lot about the idea of that intention-action gap, right? Of physicians want to do this or patients want to do this, but it can be hard in practice. And so looking outside of interventions that directly target the individual, looking more at the system to make life easy for them or remove sludge, as you said. So very insightful, very clever. I'm really curious to hear a little bit more about that contest you mentioned at the beginning, because it sounds like it was open to kind of any healthcare provider in the healthcare system, which is not necessarily who you would think to go to for behavioral science interventions.
Yeah, it was really a learning moment for us. We wanted to do a couple of things when we launched the Nudge Unit. One is to be able to tell people about it. So this was a good, marketing mechanism for us to say, hey, we're the Penn Medicine Nudge Unit. This is what we do. We're focusing our first efforts on how do we improve high-value care, decrease low-value care. It was open to anyone. You could be a student, a nurse, a tech, an emeritus faculty member. Anyone could really submit an idea. And you're right, these are not the folks that we would ask for, hey, what's the best nudge? But what we wanted to ask them for was, what's the best opportunity to nudge? And then our team would help them design the nudge. And so the people who are at the front lines of care, they see these alerts in the electronic health record. They see the frustrations, the sludge, if you will. And so they're able to service it much better than if we were to ask the chief medical officer of the health system. They definitely know from a big picture what's going on, but being able to ask the front lines of care gives us both kind of sides of the coin. It was such a success that we decided that we were going to do that every 6 months. And so we ended up operationalizing that, creating a platform that we could use to, people could submit ideas. You could comment on other people's ideas. You could thumb up or thumbs down it. So almost let the crowd kind of vote on what the best ideas were. And we would run it basically every 6 months. And at steady state, we were getting 60 to 70 kind of requests for help. And as time went on, we were able to increase the amount that we would take. So we used to do 3, we were able to increase up to 5 and then 10. And over the course of 5 years, we worked on over 100 of those different requests. Incredible. I think that speaks really well to why the best practice is co-creation, right? Nothing about me without me is the principle that we all try to strive for with these sorts of things. So that's really cool to hear how you guys put that together. Very interesting. So you started to mention Ascension, which is where you're working now. What would you say is the biggest difference between the Penn Medicine Nudge Unit and the work you're doing now at Ascension? And can you tell us more about what you're up to these days? Yeah, so Ascension is the second largest health system in the United States, the largest nonprofit health system. We have more than 150 hospitals across 20 states and the District of Columbia, and then more than 3,000 practice sites for outpatient clinics. And so it's much bigger scope. Penn Medicine was 6 hospitals within 2 or 3 states, and so that the real focus here is around how do we take behavioral science and implement it into the everyday operations of the organization, and then launch programs at scale. The initial focus has been on a couple of things. How do we change behavior from a patient perspective? How do we give them, take some of the examples of the work that we've done at Penn and apply them before you go to see your doctor, after you go to see your doctor, to say, hey, you're going to see your doctor. Here's some topics that might be important for you to discuss. Or you just saw your doctor, they ordered these tests. Here's a link to fill them out, and then kind of nudging them to schedule them, and so on and so forth. But the thing we really started with first when I got to Ascension was, how do we reduce sludge? And we came up with a couple of things that we found. So one was a lot of the stuff that we could increase was just adding a digital option. So we were trying to change a lot of our members of the health system from one prescription benefits plan to another, but it was really slow. It was all done by phone call. You had to call in to transfer your prescriptions. And over the course of 6 months, the conversion rate was about 10%. So our pharmacy team would call 1,000 patients, and 100 of them would convert. And we had a backlog of 60,000 that we had to convert in the next couple of months. And so what we did is we took the members of the health system, and we did a quick test. We took about 1,000 of them, and we created a digital form embedded within the email that had it turned out we had your information. We had your home address. We had your phone number. You just had to confirm that it was still up to date. And then we basically gave them an option to be able to either submit the form without ever leaving their email, or edit it within their email and then click. And within 1 week, the conversion rate jumped from 10% to 72%. So 7-fold increase. And if you think about it, like, we weren't having this team manually calling patients and trying to find them and get them to answer the phone. And then the data was now in a digital format. So it could be downloaded, uploaded to our pharmacy benefits system, and the accounts were automatically created. So it was a lot of great work there. Another kind of thing we wanted to do was around compliance for COVID vaccination. Our members of our health system had to submit documentation, their COVID vaccine cards. But the process required a large number of steps. You had to take a picture. You can only do it through your computer. So you had to take a picture with your phone. Then you had to email it to yourself. Then you had to download it from your email. Then you had to log into a website and then upload it.
And so compliance was low, not because people weren't vaccinated, but because they just weren't submitting their cards. And so what we did is we created a way that people could just take a picture and upload it right from their phone. And then we allowed them to do that really quickly. And we found that that doubled compliance rates in the first few weeks after we implemented it. And so really reducing the number of steps. So adding a digital option, reducing the number of steps were a couple of the key things that we found that were really helpful for getting rid of some of the sludge in the health system. Sounds like your first year has been off to a very good start. That's amazing. So a couple follow-up questions there. How has your experience as the behavioral science nudge expert been different on such a larger scale? Ascension, you mentioned, is a huge hospital health system compared to, the one location at Penn Medicine. So I imagine the approach that you must take in creating these interventions and identifying opportunities might be a bit different. Yeah, I think, because we have basically 20 different kind of states and a lot of different markets, I think something that was critical from the start was getting a champion or an infrastructure within each of those markets, but being able to plug into the existing infrastructure. So at the Penn Medicine Nudge Unit, we had our own team that was really doing a lot of this centrally. At an organization that's much larger, these organizations tend to be more matrixed in that you have your behavioral science team over here, you've got your data team, you've got your marketing team, you've got your clinical team, and you have to now interface with all of those to be able to move things forward. So I think coordinating these efforts can be a little bit more challenging because you have to coordinate across them. But once you've figured out a structure to do that, you actually brings a lot of benefits because each of those groups has their own expertise, and you're able to leverage that and then build a behavioral science kind of ecosystem within that. I think the important thing was really getting some of the quick wins, as I mentioned, to kind of establish kind of like, hey, we can really move the needle here. But I found that the organization has been really, open, supportive, and really hungry for being able to embed behavioral science within the operations of the health system. The real challenge is how do we get these programs to scale across the system? We have 50 plus electronic health record instances. Penn Medicine, we had one electronic health record. So you implement it, it's everywhere. Here we have to figure out how do we create a process for this distributed electronic health record system. And so it's had its own kind of operational challenges, but that has been really interesting in terms of the insights that they reveal around how we can embed this within clinician workflow and really make it easier for docs on the ground. Makes sense. So what would you say you're most excited about for the future of behavioral science in healthcare? And where do you see it having the most impact, especially in the private sector? I think there's a lot of opportunities. I would say, in the past, 5 years, the duration while I was working at Penn Medicine, we were doing a lot of building the evidence, demonstrating that we can take some of the insights that have been used in finance and retail and apply them to healthcare. And we have many examples, and every month there's another example of a nudge in healthcare that's being published. I think the real thing that I'm excited about is there's still a lot of room for us to actually get this embedded as an everyday practice. So it's not something special when we're thinking about behavioral science, it's just how we work. And so I think there's where the opportunity is. How can we get this when you're thinking about how do we recruit patients to a clinical trial, whether you're the health system or a pharma company, thinking about, do we frame the invitation as opt-in versus opt-out? Leveraging some of the work we've done, showing we can triple enrollment rates through that. How do we improve patient experience through this? And then I think as we start to get some of this embedded, it really creates the opportunities for us to start to use what we call behavioral phenotyping. That's some of the work I was doing at the tail end of when I was at Penn, is how do we match the right intervention to the right patient or the right doctor? A lot of the interventions today are one size fits all. An insurance program will deploy a program for 5 million members, but all of those people have different attitudes, past experiences, preferences, engagement. And so thinking about how do we test and scale programs that can personalize these approaches and then target them to meet the needs of the patient or the doctor. I think that's where we can make a lot of progress in the future. Oh, that's really great, Mitesh. I am impatient to read a book from you with all your advice, experience. I think it would be really wonderful for a lot of professional to know more about what you have done, and also based on your experience, what are your recommendations for the healthcare sector. So I'm sure that you are very busy, but if you have sometimes, I would love to see and to read a book from you.
Appreciate that. So thanks so much for sharing this insight again. I think Suzanne told you it's really amazing, and I think really your experience is very helpful for all those interested in the application of behavioral science. Maybe one last question before we start our roundtable. What is the one piece of advice you would give to healthcare professional who would like to start applying behavioral science? I think the common thing that I hear from people are, I have a great idea. I want to change something within my organization, but I don't know where to get started. We don't have a nudge unit currently. We don't have a big team. We don't have experts in behavioral science. And I often tell people that the best way to get started at your organization is to launch something at small scale, learn quickly, and then develop that quick win or the credibility within the organization to start expanding that capability. Many people kind of are waiting for experts to come, and I think we're looking to train and help expand the reach. So I really my advice to people is if you have a great idea, go ahead and do it, but test it. Test it in one group versus another, learn from it, and that'll give you the data you need to be able to take that small kind of intervention and build upon that and snowball to a large organization within your group. So thanks a lot for this final advice, Mitesh. It was great to have this opportunity to discuss with you. Thank you. So we're going to stay on the topic of healthcare. Bien, nous restons dans le domaine de la santé. Nous allons démarrer notre table ronde suivante. Effectivement, nous sommes ravis d'accueillir des experts dans le domaine de la santé, je dirais même des praticiens en la matière, n'est-ce pas? Nous avons le plaisir d'accueillir Dana Vigier, qui est VP et responsable pays oncologie chez AstraZeneca France. Nous avons le plaisir d'accueillir quelqu'un qui a déjà participé hier lorsque nous avons parlé de l'engagement des collaborateurs. J'ai nommé Antoine Ferrer, responsable de la data science, de la compliance du risque et de l'éthique chez Novartis. Et puis Beltrand de Bakula, mon ami, qui est VP BVA Nudge Consulting et l'une de nos championnes dans le domaine de la santé et de la pharma. Vous connaissez Antoine et Beltrand. Je vais également présenter Odile Peixoto, BVA France, qui va modérer cette séquence. Et nous avons Dana qui est donc avec nous à distance. Odile, je vous cède la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. Je suis d'abord ravi d'être ici avec vous. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent un peu partout dans le monde pour cette table ronde. Nous allons donc passer par parler de sciences comportementales appliquées à la santé. Nous avons 30 minutes ensemble. Mon objectif pour ces 30 minutes, c'est d'essayer de vous donner des informations pertinentes sur le domaine des sciences comportementales dans le domaine de la santé. Vous avez 10 minutes, vous aurez 10 minutes à la fin pour poser vos questions, donc préparez vos questions. Alors Dana, est-ce que vous nous entendez? Malheureusement, vous n'êtes pas avec nous, vous n'êtes pas en présentiel, mais grâce à la technologie, vous êtes avec nous à distance. Je vais poser une question à chacun d'entre vous, une question assez simple. Comment avez-vous découvert les sciences comportementales et comment avez-vous décidé d'utiliser les sciences comportementales dans votre travail? Alors, je dirais que cela fait environ 10 ans aujourd'hui. Je me souviens d'un été, j'ai lu un bouquin et je travaillais déjà avec et pour la santé et ce bouquin a été une révélation pour moi. Une révélation à la fois professionnelle et personnelle
qui m'a mené à penser différemment grâce aux sciences comportementales. J'ai été formé en tant que médecin et jamais au cours de ma formation médicale n'ai-je eu droit à une approche aussi innovante. Et c'est malheureux. Antoine. Merci, je suis ravi d'être ici. Alors, pour moi, je dirais que ça a démarré lorsque j'ai terminé le lycée. À l'époque, j'étais mauvais étudiant, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire, et puis je me suis dit, allez, je vais faire de l'éco. Et puis, les maths, c'était pas mon truc. Je me suis dit, allez, on va essayer psycho. Le cerveau, l'humain, la prise de décision, etc. Et puis, je me suis dit, bon, je vais finir comme psychologue ou comme prof de psycho. Et donc, j'ai fait une école de business. Et puis, voilà. Et puis, la première fois que j'ai lu un livre sur le sujet, c'était en 2008, le bouquin qui s'appelle The Tipping Point, qui parle de psychologie sociale, du changement. Et puis, le vrai tournant, c'était le livre de Kahneman et puis j'ai ensuite été formé de manière plus formelle. Et pourquoi l'appliquer aujourd'hui dans mon travail? Eh bien, j'ai eu l'impression que ce que je faisais avant, c'était de la centralisation, décentralisation, offshoring, reshoring, mais sans vraiment se poser la question de savoir quel était l'impact sur l'humain. Et là, eh bien, je n'avais pas vraiment de réponse à donner. Donc, grâce à la science comportementale, j'ai pu répondre à cette question. Alors, un petit Bertrand et vous. Alors, je ne connaissais pas les sciences comportementales. Et puis, lorsque j'ai commencé chez BVA, chez BVA, ça fait vraiment partie de notre ADN. Le comportement est au cœur de ce que nous faisons chez BVA. Et puis, Eric, un jour, est rentré dans mon bureau et m'a dit, allez, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble sur les sciences comportementales. Je lui ai répondu immédiatement que oui, alors que je ne savais absolument pas de quoi il s'agissait. Et je crois que BVA est un peu un pionnier aujourd'hui dans la science du comportement. Je crois que nous sommes vraiment les premiers à avoir travaillé avec les autorités françaises dès 2013, donc ça date, c'était il y a fort longtemps. Voilà. Bien, Dana, je reviens vers vous. Nous avons entendu Mitesh tout à l'heure, Mitesh qui nous a dit qu'en 1 heure de travail, il était capable de changer les ordonnances de médecins, en tout cas de beaucoup de médecins. Comment comment réagissez-vous à cela? Est-ce qu'avec le nudge, on peut vraiment faire ça? Alors, vous savez, c'est intéressant quand on parle du nudge dans l'industrie de la pharmaceutique. Moi, je connaissais le nudge, je connaissais la science du comportement. Ce que j'ai regretté au début, c'est de ne pas avoir connu tout ce que je sais aujourd'hui lorsque mon fils était tout petit. Aujourd'hui, j'aurais utilisé les sciences du comportement de manière extrêmement fréquente. Alors, en ce qui concerne la pharmaceutique, l'industrie pharmaceutique, les entreprises comme pharmaceutiques font des promesses, des engagements pour développer des produits, des médicaments qui vont sauver des vies. Lorsque vous finalisez le développement d'un produit, vous attendez l'autorisation de mise sur le marché, l'AMM, et vous pouvez même faire rembourser le médicament. Mais avant qu'un médecin puisse apporter la promesse, tenir la promesse, et il faut donc que le message
passe, que le message soit compris, et il faut ensuite que l'ordonnance soit rédigée et que le médicament soit effectivement pris par le client, par le patient, pardonnez-moi, conformément à l'ordonnance. Donc, l'industrie pharmaceutique est extrêmement régulée. Donc, sensibiliser et informer, c'est pas la partie la plus difficile. On peut informer sur un produit. Le comprendre signifie aller plus loin. Donc, il faut expliquer les données. Il faut montrer les preuves. C'est ce qu'on appelle la médecine basée sur la preuve. Il faut donner les informations cliniques, les données cliniques, statistiques, etc. Donc évidemment, le niveau de détail est extrêmement important. Donc là, on est dans la partie compréhension. Et ensuite, le médecin décide de prescrire votre produit ou pas. Et ensuite, le patient décide d'observer le traitement ou pas. Le nudge vient après la compréhension. Donc, il ne commence pas dès le début. Les médecins, néanmoins, sont comme tout le monde. Ils fonctionnent avec des habitudes, et les habitudes sont parfois particulièrement tenaces. Ce n'est pas parce que lorsque vous prescrivez le même produit pendant 10 ans, eh bien, il va être beaucoup plus difficile pour un médecin de changer, de switcher à un nouveau médicament. Un a lu toutes les informations. Et donc, ce moment-là est très important. Et c'est là que le nudge intervient. Autre élément, comment êtes-vous certain que le produit, le médicament, est pris? L'observance. Et c'est peut-être dans ce domaine-là que nous devons aller beaucoup plus loin, avec beaucoup d'autres parties prenantes. Je pense à Mitesh et bien d'autres. Je crois que nous avons un gros travail à faire. Plutôt que de donner un nudge parfois négatif aux patients, il faut leur donner des nudges positifs pour qu'ils observent leur traitement. Antoine, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Est-ce que vous pensez que les sciences comportementales dans le domaine de la santé, c'est pas de la magie? Vous avez lu dans mes idées. Pour revenir à ce que disait Dana à l'instant, je pense que c'est assez intéressant. Moi, je travaille dans l'éthique et la compliance, mais j'ai beaucoup travaillé avec le secteur pharmaceutique. Est-ce que j'ai pu voir, et c'est peut-être spécifique au groupe pharmaceutique, c'est que très souvent, il n'y a pas cette prise de conscience à propos des sciences comportementales. Les entreprises pharmaceutiques ont des outils, des systèmes extrêmement scientifiques avec beaucoup d'argent pour développer leurs produits du début jusqu'à la fin, jusqu'à la mise en place des traitements. Et lorsque vous regardez du côté plus corporate, marketing, on n'a pas vraiment l'état d'esprit expérimentation. Et là, on s'intéresse aux bonnes pratiques, ce qu'on sait faire, et c'est là qu'il faut essayer d'implémenter cet état d'esprit qui consiste à tester, comme l'a dit Mitesh. Donc, on est très bon pour la partie scientifique et des traitements, mais on l'est moins sur la partie après cela, notamment le volet patient.
Donc il y a beaucoup d'argent pour tester les produits, pour mesurer l'efficacité. Donc on fait énormément d'efforts sur l'efficacité du produit. Et ensuite, parfois il faut pas forcément ne s'intéresser qu'à cela. Alors le médecin a besoin de savoir que le produit est efficace, mais ce n'est pas tout. Et ça, c'est difficile à faire lorsque l'on n'en a fait que cela pendant des années. Donc, c'est là que c'est le plus difficile, mais c'est là que l'opportunité potentielle est la plus élevée. Je crois que Mitesh, lorsque Mitesh est intervenu, il a dit un certain nombre de choses intéressantes à propos de cette fameuse heure de travail. Alors, je pense que ce qui est important, les gens aujourd'hui veulent utiliser les sciences du comportement. Si vous faites appel à un expert, vous ne faites pas appel à un magicien. Les experts dans cette discipline sont bien des scientifiques. Parfois, vous allez avoir des gains marginaux, parfois, vous allez avoir des nudges qui fonctionnent très bien, parfois, il va falloir beaucoup plus de temps pour y arriver. Donc, il faut avoir une vision à long terme. Si vous êtes patient et vous n'êtes pas tenté d'aller trop vite, voilà, c'est bien mieux. Et j'allais dire, dit Dana, je pense qu'effectivement, il faut laisser, ne pas chercher à tout contrôler. C'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. Il faut apprendre le lâcher-prise. Et c'est vrai, ce que nous venons d'entendre à propos des coûts et des fonctionnements. C'est vrai que lorsque vous êtes dans un essai clinique et que vous avez une supériorité très claire d'un produit sur un autre, forcément, c'est très encourageant en matière d'efficacité ou en matière d'innocuité. Vous savez que c'est le bon produit et que c'est le produit dont les patients bénéficieront le plus. Et ce que l'on fait, lorsque les médecins vous entendent, mais ne réagissent pas forcément, on se dit souvent « Ah ben c'est probablement parce qu'on n'a pas été clair ». Donc que fait-on? À ce moment-là, on va encore plus loin dans le détail, on essaye d'expliquer pourquoi le produit est formidable, d'où viennent les données, ce qui explique les statistiques favorables, etc. Donc on rentre encore plus en détail. La vérité, c'est que ce dont le médecin a besoin, c'est d'une prise de conscience d'un biais personnel. Voilà. C'est ce biais personnel qui repose sur les habitudes ou sur le fait que le médecin peut penser qu'il pense comme un patient, qu'il raisonne comme un patient. Et que si un produit doit être pris 2 fois par jour, eh bien l'observance ne sera pas aussi bonne que si c'est un produit que l'on ne prend qu'une fois par jour. Donc il pense à la place du patient. Donc avoir cette approche et partir du principe que tout professionnel de santé est un humain qui peut avoir des biais, je pense que c'est quelque chose d'absolument essentiel. Bertrand, vous avez travaillé pour beaucoup de groupes pharmaceutiques, vous avez également travaillé pour des organisations de santé publique. Est-ce que vous pensez qu'il y a des nudges à mettre en place pour les patients dans les hôpitaux, pour les parcours de santé? L'observance, oui, tout à fait. Je pense qu'il y a à gagner pour les organisations publiques de santé ainsi que pour les groupes pharmaceutiques. D'abord, pour rendre nos systèmes de santé plus orientés patients, moins sur le produit et moins sur le volet administratif. Et puis, je pense qu'il faut bien se souvenir à tout moment que les patients ainsi que les professionnels de santé sont des humains. Et les humains sont sujets à des biais. Voilà, que ce soit pour des produits, sur des politiques, sur des services, sur des programmes de prévention, sur de la com. Voilà. Nous sommes tous, nous souffrons tous, entre guillemets, de biais.
Il faut que l'information soit simple, claire, intuitive. Je crois vraiment en la simplification. Mitesh l'a évoqué à plusieurs reprises. Et je pense que dans le domaine de la santé publique, nous travaillons beaucoup sur le sujet de la prévention. Et je pense qu'il est important de comprendre quels sont les biais qui empêchent les gens parfois de se traiter correctement. C'est absolument essentiel de comprendre ces biais. Avant de traiter, il faut prévenir les maladies. Par exemple, nous voyons nous pensons que nous n'arriverons... Le vaccin, par exemple, sur le vaccin, beaucoup de gens, notamment jeunes, partent du principe que la santé n'est pas un problème pour eux puisqu'ils sont jeunes, justement, alors que la santé n'est pas quelque chose qu'il faut repousser à plus tard. Donc, je pense que pour nous, ça a été un enseignement très important. Est-ce que vous auriez des exemples pratiques ou concrets de nudge à utiliser dans le secteur de la santé, dans les systèmes, ou pour les patients, ou pour les prescriptions médicales? Je dirais peut-être une chose, d'abord qui est intéressante, et ça fait quelques mois que j'y pense, que j'y réfléchis, et je pense que vous avez raison quand vous dites qu'il faut être plus orienté patient. Mais si on pousse cette logique encore un peu, et ça a été le cas pas juste pour Novartis, ou en fait pas juste pour l'industrie pharmaceutique, qu'il faut être orienté patient, qu'il faut que le patient soit au centre. Mais est-ce que c'est ça que désirent vraiment les patients? Qu'est-ce qu'ils veulent les patients? Ils veulent cesser d'être patients. Donc est-ce que les patients veulent qu'on les rappelle en permanence qu'ils sont des patients? Est-ce que c'est vraiment ça le mieux à faire? Ou est-ce qu'on peut les considérer comme des êtres humains qui se trouvent être des patients? Je crois que parfois on a tendance à oublier de renverser notre perspective et à nous mettre à la place des gens. Donc je pense qu'il faut aller au-delà de l'orientation patient. Mais bon, je vois bien ce que vous voulez dire, mais c'est curieux quand on y réfléchit un peu. Oui, je crois que évidemment il faut dire qu'il faut que ce soit plus centré sur l'humain. Oui, bah ça c'est évidemment compliqué. Comment est-ce qu'on peut concilier le besoin absolu de transparence? Par exemple, si vous regardez l'information patient, si vous regardez l'étiquetage des médicaments, il faut être absolument transparent et donc, nous, avec les régulateurs, je parle de n'importe quel médicament, je ne parle pas d'un médicament en particulier, il faut mentionner tous les effets indésirables possibles et imaginables. Et rappeler que ces effets indésirables ne sont pas forcément liés au médicament lui-même, c'est tout ce qui peut ne pas aller tout ce qui n'est pas allé, tout ce qui n'a pas fonctionné correctement pendant l'étude clinique. Et donc il faut parler de tous les effets indésirables. Et ensuite, il faut parler de la probabilité. Et ça, généralement, ça occupe une énorme partie de la notice du médicament. Et c'est bien normal. Mais c'est un nudge négatif pour les patients. Parce que la plupart du temps, quand les patients lisent effectivement la notice, qui n'est pas tout le temps évidemment, ils ne vont pas forcément comprendre le niveau de probabilité ou l'envisager. Quand une chose est exprimée comme étant un risque sur... qu'il y a une chance sur 100 000, qu'est-ce qu'ils savent? Est-ce que c'est un grand risque, un petit risque? Est-ce que ça va me toucher moi? Et donc ça, c'est un aspect auquel il faut réfléchir pour être orienté patient. Pour savoir exactement le type d'information à présenter et la façon de la présenter. Pour qu'ils aient une promesse, pour qu'ils aient la promesse du médicament. Et le médicament, ils n'en auront la promesse que s'ils respectent l'ordonnance et qu'ils le prennent assez longtemps. Est-ce que vous auriez des exemples pratiques ou concrets de nudge développés dans le secteur de la santé?
Il y a un exemple qu'on retrouve dans les littératures, c'est un mécanisme qu'on a utilisé quand on a travaillé avec l'État français pendant la crise de la Covid pour encourager les gens à se faire vacciner. Une expérience qui a été réalisée sur la base de recherches américaines sur l'adhésion des salariés au vaccin contre la grippe, vaccin gratuit, je le précise. Et ils ont envoyé des mails. Ils ont testé trois choses pour rappeler d'abord les horaires d'ouverture de la clinique où on pouvait se faire vacciner. Le deuxième email a été envoyé qui demandait aux personnes de remplir, de choisir une date de rendez-vous pour le vaccin. Et le troisième mail, de renseigner la date, mais aussi le créneau horaire. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que quand on demande aux gens de mettre la date et l'heure du rendez-vous, le taux de vaccination augmente de 12% par rapport à l'email du groupe de contrôle. Parce que c'est ce qu'on appelle un mécanisme de pré-engagement où les gens essaient de prévoir ce qu'ils vont faire à l'avenir de façon plus précise. Et donc, ils sont plus engagés. Et l'adoption, il y aura plus d'adoption. Donc, un exemple très efficace. Et c'est un mécanisme qui a été employé pour la campagne actuelle de vaccins. Alors, une dernière question avant d'ouvrir aux questions du public. Est-ce que vous auriez des conseils ou des points d'importance ou une vision particulière pour l'avenir des sciences comportementales dans le secteur de la santé? Est-ce que vous auriez un conseil ou un message important à faire passer? Oui, je vais commencer. Je crois qu'il y a une chose qui évidemment vient, qui nous vient à l'esprit quand on travaille dans l'éthique et la conformité, la compliance, c'est d'essayer de s'assurer dans l'industrie pharmaceutique qu'on a bien les cadres en place pour que les sciences comportementales soient utilisées de façon éthique et durable. Et ça, c'est essentiel parce que, évidemment, tout le monde sait bien que notre marge d'erreur est extrêmement faible et que la confiance du grand public peut disparaître très rapidement. Donc, tout ça ne dépend pas seulement de la façon dont on utilise les sciences comportementales. Donc ça, il y a ça, évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus, il y a de nombreux cadres qui existent, Cass a écrit là-dessus, il y a la transparence, la capacité d'agir, etc. Donc ça, c'est la première étape. Mais la vraie question, ce n'est pas tant comment, c'est quoi, à quelle fin, pour quel objectif. Et il y a tellement d'exemples d'utilisation des sciences comportementales qui sont bonnes pour l'entreprise, pour le secteur, mais aussi pour les patients. On voit bien quels peuvent être les bénéfices d'un médicament. Donc il faut vraiment choisir des secteurs qui ne permettent pas seulement d'augmenter notre part du gâteau, mais d'augmenter la taille du gâteau en général. La question du pourquoi est importante parce que elle est beaucoup plus puissante que pourquoi pas. Bertrand, Dana? Oui, alors pour ce qui est des problèmes ou des grandes questions, je crois qu'il y a quelque chose d'important là avec les maladies chroniques. Et là, c'est une situation gagnant-gagnant pour le patient et aussi pour l'industrie pharmaceutique et pour le système de santé d'une façon générale. Donc, je crois qu'on peut faire des choses là-dessus avec et grâce aux sciences comportementales à l'avenir. Dana? Oui, alors, moi je m'occupe d'oncologie et je crois qu'il y a vraiment une chose qui peut nous permettre de changer le monde, ou le monde du cancer, pour faire du cancer, disons, une maladie chronique comme une autre, une maladie du passé. Mais la détection du cancer
le dépistage du cancer doit être fait très tôt. Et là, vous demandez des exemples concrets. Mais si on fait collectivement l'ensemble des parties prenantes, si on mène de grandes actions pour dire le cancer tue, faites-vous dépister, on a les résultats qu'on a actuellement. Mais si demain on dit le cancer est guérissable, faites-vous dépister. C'est ça, à mon avis, l'idée qu'il faut examiner. Merci beaucoup. On arrive quasiment à la fin de cette session. Peut-être qu'on pourrait prendre quelques questions dans le public. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question à nos intervenants? Une question en live. Alors, vous avez dit plutôt qu'il fallait mobiliser les patients pour les aider à prendre de meilleures décisions, mais est-ce qu'il faut simplement les mobiliser en termes de système 1, ou est-ce qu'il faut aussi attirer leur attention à travers des nudges pour qu'ils fassent appel à leur système 2? Ça, c'est plutôt une question pour Dana, non? Qui s'occupe du système 1, système 2. Oui, en fait, je crois que la question est posée à nous tous. Moi, je peux répondre à cette question-là parce qu'elle est très intéressante. Je ne crois pas un instant qu'il faut traiter les patients uniquement sur la base du système 1. Il faut penser au système 2, mais sans nécessairement avoir toute la structure scientifique. Il faut peut-être, il ne faut pas forcément ne pas le traiter, mais il faut prendre les aspects scientifiques en compte. Et deuxième élément, je dirais qu'il faut accepter les biais humains quand il s'agit d'un patient, d'un médecin ou de qui que ce soit. Et je crois que ce conseil est probablement encore plus important quand on est soi-même dans la détresse de la maladie. C'est un moment, comme le disait Mitesh, comme le disaient d'autres, il y a des nudges qui font du bien, et je crois qu'on peut toujours prendre de bons conseils pour avancer, surtout quand on est patient et que les bons conseils sont toujours utiles. C'est ça, en fait, c'est les deux, mais on n'utilise que le système 2 actuellement. Oui, alors moi, pour répondre à cette question, je dirais que si on met de côté le concept du système 1, du système 2, qui est évidemment un modèle extrêmement utile, mais il n'y a pas de système 1 et de système 2, je suis juste en train de vous aider à expliquer comment ça marche. Mais comme Dana disait, c'est le fait que... Enfin, comment peut-on être sûr de bien comprendre ce que les patients ou les personnes porteuses de maladies, les choses auxquelles elles font le plus attention? C'est ça qui peut influencer leur comportement. Donc il n'y a pas un secret, système 1, système 2, c'est plutôt les indications que l'on trouve dans son environnement, les indications que l'on trouve dans la notice, par exemple, qui influencent le comportement. Donc c'est toujours une question de système 1 et système 2. Parfois on n'y pense pas, mais la plupart du temps, c'est les deux ensemble. Et évidemment, ce que disait Dana, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de donner des informations, il faut aider les patients à penser ce qui est important et ce qui peut vraiment influencer leur comportement. Donc c'est les deux en même temps. Dans la santé, contrairement à d'autres services, il faut qu'il s'agisse de comportements durables. Le système 1 peut être extrêmement utile pour passer d'un système à l'autre, pour prêter attention à quelque chose, mais si on veut installer un comportement dans la durée,
Et ce qui généralement est nécessaire, puisque les patients doivent respecter la posologie, changer leurs habitudes, ou disons arrêter de fumer, ou des habitudes comme ça. Tout cela doit pouvoir persister dans le temps, et ça c'est système 2. Et si le système 2 n'y est pas, on n'y pensera plus et on pensera à autre chose. Donc oui, système 1 plus système 2 dans la santé sont très importants. Une autre question. Je vais la lire. Alors, avez-vous des exemples de nudge pour encourager les comportements sains dans les hôpitaux? Oui, il y a des exemples de nudge dans ce domaine. Par exemple, quand on est hospitalisé, ça peut être pour le personnel de santé, mais aussi pour les patients, encourager les gens à manger sainement ou à utiliser l'escalier plutôt que l'ascenseur, des choses comme ça. Des comportements vertueux, que les gens... Vous pouvez faire des nudges à la cafétéria, par exemple, en plaçant au niveau des yeux les plats les plus sains, les fruits, les légumes, plutôt que les cookies, et créer des options par défaut, par exemple. Changer le parcours dans la cafétéria pour que les gens commencent par tomber sur les plats pour les choix plus sains alimentaires, ou alors encourager les gens à prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur, et présenter par exemple l'utilisation de l'escalier comme étant, je ne sais pas, ça brûle X calories ou ça aide à rester en forme, surtout par exemple quand on est en rééducation, ça peut faire partie de la rééducation de prendre l'escalier, donc des choses qui ne sont pas trop médicales mais qui sont faciles à comprendre, qui soient dans ce cadre-là. Et je veux dire, il y a tant d'interventions possibles sur ces sujets. Oui, bien sûr, il y en a une qui est peut-être pas exactement pour encourager les comportements vertueux ou sains, mais qui marche dans un milieu clinique ou hospitalier et qui recouvre pas mal des sujets dont on a parlé. J'ai travaillé avec le NHS, le système de santé anglais, à un moment, et on cherchait à éviter les no-show, les gens qui posent des lapins pour leurs rendez-vous médicaux. Et l'une des stratégies mises en place, c'était de dire, bon, alors, c'est un problème d'information. Les gens ne comprennent pas à quel point c'est un gros problème. On va leur dire que c'est très problématique et puis les gens réagiront mieux. C'est comme ça qu'on résout les problèmes classiquement. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont travaillé dans leur environnement. Alors, ils ont dit, on va mettre des posters, des affiches dans les salles d'attente. Et ces affiches, ces posters décriront l'importance du problème. On dirait qu'il y a des centaines de milliers de rendez-vous ratés dans les hôpitaux anglais. Donc, ça coûte X millions de livres, etc. Donc ça, les affiches à mettre dans les salles d'attente. Mais si vous vous posez la première question, vous vous demandez pourquoi ça ne convient pas, parce que je veux dire, qui vient dans la salle d'attente? Qui est dans la salle d'attente? Bah, c'est pas les gens qui ratent leur rendez-vous, c'est les gens qui viennent. Donc en fait, c'est pas le bon public. Donc ce qu'ils ont fait plutôt à la place, c'est un nudge simple. Je me souviens plus exactement à quel point ça a été développé ou répandu ou généralisé, mais en tout cas, c'était que au moment, c'était avant la Covid, hein, donc tout était en présentiel, évidemment, les gens prenaient rendez-vous, ils montaient à l'accueil, et puis la personne à l'accueil essayait de trouver le créneau, et puis donner une petite carte, et il fallait remplir la carte avec la date et l'heure du prochain rendez-vous, il fallait qu'ils le fassent eux-mêmes, et puis qu'ils le répètent
oralement à la personne au guichet. Et donc là, ça faisait plus une sorte d'engagement. Donc un petit engagement, ok, je l'ai dit à voix haute, donc je m'y tiendrai. Je ne sais pas, c'était entre 10 et 15% d'amélioration, ce qui était quand même mieux que 0% de réduction avec les affiches qui ont peut-être même eu un effet contraire. Donc ça, un exemple de nudge en milieu hospitalier. On avait aussi une question sur l'hygiène dans les hôpitaux, parce qu'évidemment, c'est un endroit très nudgeable en termes de réduire la paperasse ou du côté administratif dans les hôpitaux, certes, mais est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de l'expérience avec le parfum citron? Oui, ça c'est une expérience bien connue qui servait à encourager les personnels à se laver les mains avant de rentrer dans le service de soins intensifs. Donc, on a remarqué qu'il n'y avait que 50% des personnels qui se lavaient les mains avant de passer la porte. Et donc, ce qui a été essayé a été de mettre un parfum citron devant la porte. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que les gens se lavaient plus les mains s'il y avait un parfum citron dans l'air. On est passé de 50% à 47% des personnes, parce que le parfum citron est un rappel, un cue, un indice qui joue sur le système 1 et qui rappelle aux gens que, ok, l'odeur de citron égale hygiène, donc il faut que je me lave les mains. Exemple simple de la façon dont un nudge peut être utilisé. Merci beaucoup, Bertrand. Question plus spécifiquement pour Novartis. Avez-vous réussi à infuser les sciences comportementales à grande échelle dans votre entreprise? On y travaille. Pareil. En fait, ça veut dire pas encore entièrement, mais on y travaille. Peut-être avec l'approche step by step. Peut-être qu'il faut nous nudger nous-mêmes pour qu'on nudge les autres. Oui, c'est quelque chose qui a été reconnu comme étant très utile, et puis il y a différents types de sciences comportementales, évidemment. Il y a des équipes marketing, on peut regarder ça sous le point de vue de l'expérience client, des études de marché, etc., etc. Donc comment est-ce qu'on commence à regarder les choses et comment est-ce qu'on fait des choses un peu plus cohérentes, plus structurées pour tirer le meilleur parti des sciences comportementales? Je pense qu'on n'est jamais aussi bon dans ce qu'on fait que quand on se l'applique à soi-même. Et c'est probablement une très bonne question, puisque avant d'utiliser le nudge scientifiquement à plus grande échelle dans le domaine de la santé publique, il faut déjà l'utiliser avec ses propres équipes au sein de ses propres organisations, et il faudrait déjà commencer par nous-mêmes, par nos propres comportements au sein des entreprises. Et ça, c'est probablement un beau sujet d'expérimentation. Et juste pour ajouter un dernier point, sur ce sujet, il y a une demande de plus en plus forte de la part de l'industrie pharmaceutique ou du secteur de la santé publique d'utiliser les sciences comportementales non pas seulement pour changer les comportements des patients, mais aussi pour former les collaborateurs de ce secteur de mieux comprendre le fonctionnement et le processus de tout cela. Donc je pense que c'est un moyen d'infuser les sciences comportementales dans les organisations. Merci beaucoup à nos intervenants et merci aussi au public pour ces questions tout à fait pertinentes. Voilà, moi j'avais une question, mais bon, je vais me retenir, mais je vous en dirai plus tard. Je lisais dans le journal ce matin qu'à l'Assemblée générale de l'ONU, l'OMS a publié un rapport qui disait que toutes les 2 secondes, quelqu'un de moins de 70 ans
meurent d'une maladie qui aurait pu être prévenue ou qui, si elle était dépistée plus tôt, aurait été soignable. Donc, allez, un peu de fun dans la session, non? C'est ça? Pour nous mettre de bonne humeur? Mais en fait, quand on priorise les défis, qui c'est qui mène la charge? Si on a ces chiffres, c'est à qui appartient-il de le faire? Les États, l'industrie pharmaceutique, les professionnels de santé? On sait tous qu'il faut qu'on doit se faire dépister plus souvent ou avoir un mode de vie plus sain, mais je veux dire, sur qui pèse la charge de tout ça finalement? Et donc il faut penser dans les sciences comportementales appliquées à la science, il y a les systèmes de sécurité sociale, les mutuelles, etc. Mais bon, passons à notre table ronde suivante. Eh bien nous avons l'honneur d'accueillir de formidables intervenants pour cette deuxième table ronde de cette session formidable sur le domaine de la santé. On a Ted Kirchner des États-Unis, qui est Senior Marketing Manager à Boston Scientific, en charge de la stratégie éducation patient. On a aussi Kim Burchard, qui est spécialiste de l'éducation patient, et mon collègue, et ma collègue et amie Suzanne, qui va partager une étude de cas qui s'appelle « Améliorer les call centers patients grâce aux sciences comportementales ». Suzanne, la parole est à toi. En fait, je vais commencer avec Gadi, qui est à la tête de BVA Doxa Pharma en Italie, vice-président là-bas. Et c'est lui qui va animer la conversation parce que Suzanne est participante. Let's start the second half roundtable. We discuss now about the Watchman case. What is Watchman? Bonjour. Watchman is a scientific device Alors, nous allons parler de Watchman, qui a été développé par Boston Scientific et qui porte sur la communication dans les centres d'appel afin de permettre une procédure plus rapide pour éviter les incidents, les AVC chez les patients. Suzanne, je vous cède la parole pour nous faire la présentation. Bien, merci. Merci et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes en train de mettre en place le partage d'écran. Alors, je pense que nous allons avoir à vous donner quelques informations sur nos fonctions. Kate Kirchner, je travaille chez Boston Scientific. Je travaille avec Kim Burchard sur le domaine de la sensibilisation, la formation auprès des patients. Alors, je vais présenter Kim, ma collègue qui gère notre équipe en tant que spécialiste de la formation et de l'éducation patient. Kim. Je suis désolé, j'avais oublié d'ouvrir mon microphone. Bonjour, voilà, merci de votre patience. Je m'appelle Kim Burchard, je suis responsable éducation chez Watchman. Je travaille sur le programme Watchman depuis plus de 3 ans maintenant. J'ai un peu plus de 16 ans d'expérience. J'ai travaillé dans différentes fonctions, à la fois du côté patient et du côté client. J'ai fait partie de l'équipe de leadership, notamment pour les nouvelles recrues, et j'aime beaucoup travailler avec les nouveaux employés
et ainsi qu'avec les patients, évidemment. Merci beaucoup, Suzanne. C'est à vous. Merci, Kim. Bonjour, je m'appelle Suzanne Kirkendall. Je travaille chez BVA Nudge Consulting. Nous travaillons beaucoup sur le changement des comportements dans le domaine de la santé publique. On a beaucoup parlé, évidemment, aujourd'hui de tout ce que nous faisons puisqu'on parle santé. Je suis ravi que Kate et Kim soient avec nous et puissent partager ce cas d'étude avec nous aujourd'hui. Donc, je vous propose, sans plus attendre, de démarrer. Je suis très heureuse d'être avec vous pour vous expliquer comment nous avons intégré ces principes dans la formation de nos patients. Nous allons vous expliquer comment nous permettons à plus de patients d'évoquer avec leur médecin les domaines et les traitements. D'abord, quelques mots sur Boston Scientific. Notre mission, c'est de changer la vie des patients grâce à des innovations médicales. Nous avons plusieurs types de solutions dans le domaine de la neurologie, de la cardiologie, du cancer, de l'oncologie également. Aujourd'hui, nous allons parler d'un programme spécifique que nous avons pour former nos patients. On en a parlé déjà. Sur Watchman. C'est un implant, c'est une procédure une fois qui vous permet de réduire vos risques de crise cardiaque. Sur la diapositive suivante, vous avez quelques informations sur la fibrillation atriale. Je ne sais pas si vous connaissez le sujet, mais c'est une condition médicale de plus en plus fréquente et on peut prescrire un anticoagulant qui, évidemment, peut entraîner des risques de saignement. L'implant a été mis en place chez plus de 150 000 patients aujourd'hui. Le programme, comme vous pouvez le voir, porte principalement sur la formation des patients qui ne savent pas que cette solution existe, mais qui aimeraient potentiellement en apprendre plus. Sur la droite, vous avez un exemple ou une illustration qui permet de comprendre que 90% des caillots se produisent au niveau du cœur, la partie atriale gauche, et c'est ce qui empêche ou qui peut provoquer, dans certains cas de figure, une crise cardiaque. Alors, quel est notre rôle dans ce contexte? Eh bien, je travaille avec une équipe de professionnels qui travaillent avec des patients par le biais des médias, notamment de la publicité, et directement, où nous permettons à certains patients de parler avec d'autres patients pour se former. Nous utilisons également le téléphone et email lorsque les patients souhaitent en savoir plus sur Watchman. Et donc, l'équipe de Kim travaille à former et sensibiliser les patients. L'objectif avec BVA Nudge, c'est d'encourager les patients éligibles de parler à leur médecin de Watchman et de décider avec lui si c'est une solution. Suzanne, je vais vous passer la parole pour que vous puissiez continuer à dérouler la présentation. Merci. Merci, Kate. Donc, effectivement, lorsque nous avons commencé à travailler avec Kate chez Boston Scientific, l'idée, c'était d'encourager les patients à parler avec leur médecin de Watchman. Et l'idée, c'est d'avoir une conversation très en amont avec un médecin et comment s'assurer que
que cette conversation ait lieu et change les choses. Donc nous avons pris une approche assez scientifique. Au début, nous avons un premier appel. Nous avons, pardonnez-moi, je crois que je n'ai plus le partage d'écran. Seems like we don't have a screen, but that's okay. I know what we did for this project. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai plus le partage d'écran. Donc, nous avons un guide sur lequel nos spécialistes sont formés, un guide qu'ils peuvent utiliser pendant les appels passés aux patients. Les patients ne voient pas évidemment ce guide, et ce guide doit être suivi. Alors, je crois que nous avons à nouveau le partage d'écran. Voilà. Ensuite, nous avons les enregistrements des appels pour voir si ce qui est dans le guide est effectivement ce qui se passe et ce que l'on entend dans la conversation. Et c'est ce qui nous permet ensuite de mieux comprendre les vrais comportements tels qu'ils ont lieu dans la vraie vie et non pas tels que nous les avions anticipés. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'inspirer des vrais comportements et non pas des comportements que l'on imagine. Donc, nous avons enregistré les appels et à partir de là, nous avons émis un certain nombre de recommandations pour ajuster le guide. Donc, on avait 30 enregistrements. Nous avons pris des notes sur ce que nous avons entendu, sur ce qui marchait bien, sur l'expérience du patient. Y a-t-il des opportunités manquées pour améliorer les choses? Est-ce que nous pouvons faire quelque chose de mieux, par exemple, pour que le patient finisse par parler avec son médecin du programme Watchman, etc. Donc, écouter ces enregistrements a apporté une dimension complètement nouvelle pour amender le guide. On a vu des choses dans la vraie vie qui n'apparaissaient pas dans le guide. Parfois parce que ce n'était pas approprié dans le guide. Parfois, ce sont de petites subtilités dans la formulation. Et lorsque l'on écoute plusieurs enregistrements, on voit que qu'il y a des tendances qui se dégagent. Donc, nous avons travaillé avec les différents moteurs de la science du comportement, 21 moteurs qui sont les techniques des sciences comportementales pour essayer de voir lesquelles étaient les plus pertinentes. Et c'était un petit peu ce qui nous a guidés pour émettre nos recommandations. Les recommandations que nous émettons toujours chez BVA Nudge pour qu'on ait quelque chose de particulièrement robuste. Donc, lorsque vous avez des recommandations, je vous donnerai quelques exemples de recommandations tout à l'heure. Donc, avec ces recommandations, on a une réunion qui va permettre de finaliser les recommandations. Les recommandations sont très importantes. La science du comportement, c'est amusant, c'est quelque chose qu'on aime tous beaucoup, mais au final, il faut que ce soit pratique dans la vraie vie. Donc, nous avons eu ces réunions intérimaires pour dire, voilà les suggestions que nous aimerions pouvoir vous faire. Lesquelles d'entre elles sont faisables. Comme ça, on peut éliminer celles qui ne sont pas envisageables pour des raisons réglementaires ou pratiques ou quoi que ce soit. Et on conserve exclusivement les recommandations qui sont pertinentes. Et ce sont ces recommandations qui figurent dans le rapport final. Ensuite, nous avons eu une formation de 90 minutes de l'ensemble des experts formation patient. On verra dans quelques instants à quoi cela ressemble. Donc,
L'idée, c'est pas simplement de donner aux leaders un guide, mais également de s'assurer que les personnes qui travaillent auprès des patients soient suffisamment bien équipées et formées pour le faire. Ils connaissent bien le processus. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, nous avons eu beaucoup de chance puisque nous avons eu non pas une, mais 2 opportunités pour faire un suivi. Le premier, c'était 3 mois après. Nous avons effectué à nouveau 30 entretiens enregistrés pour faire un point. Et puis, plus récemment, nous avons fait un suivi à 18 mois, juste avant la conférence. Et là, nous avons donc pu avoir des perspectives à beaucoup plus long terme avec des résultats très, très encourageants. Je pense que tout le monde au sein de l'équipe avait hâte d'avoir un retour sur tout cela, mais sur une période plus longue. Donc, quelques informations maintenant sur le processus. Et puis ensuite, on fera un point sur les recommandations. Comme nous l'avons dit, nous avons analysé l'ensemble des communications qui existent sur le sujet et c'est ce que nous avons émis des recommandations. Nous avions au total 12 recommandations. Généralement, c'est entre 8 et 10 recommandations. Nous sommes allés un peu plus loin parce que c'était un très beau projet, 12 recommandations. Nous avons donc rédigé un rapport très détaillé avec un retour extrêmement étayé. Quelles recommandations, pourquoi et comment cela se traduit en matière de sciences du comportement, avec donc un feedback extrêmement précis. Nous avons continué à prendre des notes, apporter des modifications. Nous avons retravaillé la rédaction, la formulation du guide avec Kate et Kim notamment. Et donc, vous avez ici un échantillon à gauche. Donc là, c'est le document qui porte sur les moteurs, les hypothèses, le pourquoi, avec des exemples concrets, pourquoi nous suggérons telle ou telle chose. Et vous pouvez voir que cette capture d'écran montre bien les recommandations en bas. Et à partir de là, nous ne nous sommes pas contentés de remettre le document en disant merci, au revoir. Nous avons assuré la formation derrière avec l'ensemble des spécialistes en formation de patients. L'idée n'était pas de faire une formation avec les yeux rivés sur le guide. Ce n'était pas le but. Ce que nous avions identifié grâce aux enregistrements, c'est qu'on n'a pas besoin de forcément suivre le guide mot à mot. On doit s'approprier le guide, on doit connaître le guide, on doit comprendre comment il s'articule. Et essayer de faire comprendre aussi quel était l'esprit de ce guide. L'idée, ce n'était pas de soumettre 12 recommandations en l'espace de 90 minutes. Donc, on leur a dit, voilà, on va distiller ces 12 recommandations extrêmement précises et on va les traduire en 5 grands principes. Et la formation, ce sera ça. Donc ça, c'était un choix très délibéré que nous avons pris. Voilà, donc on n'a pas simplement fait une formation sur les 12 recommandations de manière très formelle. On a essayé de pratiquer ce que nous prêchons avec donc 5 grands thèmes que nous avons identifiés. Alors, je vais maintenant céder la parole à Kim qui va développer... Ah, pardonnez-moi, j'avais oublié cette diapositive. Alors, ces 5 grands domaines, voilà, j'ai voulu aller trop vite, excusez-moi.
Donc, les 5 grands principes sont là. Ce sont les éléments que les gens ont trouvé les plus intéressants parce que c'est vraiment la partie spécifique. Concrètement, vous avez changé quoi? La science comportementale, derrière tout cela, c'est quoi? Donc, on va passer les différents éléments en revue. Donc, le premier, c'est la facilité. La facilité montre que, c'est-à-dire que les choses sont plus simples à faire lorsqu'elles sont faciles à comprendre et lorsqu'il n'y a pas de friction. On a parlé beaucoup de friction. Je sais que vous avez beaucoup parlé de friction pendant cette conférence. Donc, il peut s'agir simplement d'un formulaire à remplir qui peut devenir un point de friction. Donc, en ce qui concerne les recommandations, ce que nous proposons ici, c'est des choses assez simples. En gros, ce sont 2 catégories D'abord, la connaissance de la santé. Alors, c'est un champ, une discipline extrêmement large. Il y a énormément de recherches scientifiques sur le domaine pour communiquer des informations sur la santé de manière efficace. Donc ça, nous l'avons inclus dans le chapitre facile, la facilité. Par exemple, utilisez plus d'analogies lorsque vous parlez de Watchman pour que les gens comprennent mieux. Ensuite, toujours dans le chapitre de la facilité, il faut que l'information soit aussi simple que possible pour ne pas que le patient décroche. Par exemple, vous envoyez la brochure de suivi au patient en affirmant des choses plutôt que de poser des questions. Ce que les enregistrements nous ont montré, c'est que nous avons une procédure. Est-ce que vous souhaiteriez la recevoir? Pas du tout. Ici, on dit, on affirme plutôt que de poser la question. Et il faut que ce soit simple, mais vous ne donnez pas le choix. Ça donne la chose suivante. Je vais vous envoyer la brochure. Quelle est votre adresse mail? Quelle est votre adresse postale? Et là, vous finissez par envoyer cette brochure beaucoup plus fréquemment. Et vous avez leurs coordonnées et vous êtes sûr qu'ils ont l'information pour pouvoir aller voir leur médecin. Donc ça, c'est la première partie. C'est le chapitre facilité. Le deuxième chapitre porte sur les normes sociales. Nous voulons suivre ce que tout le monde fait. Si les autres font les choses telles qu'ils le font, on a intérêt à le faire de la même manière. Alors, c'est une recommandation extrêmement simple, extrêmement basique, mais très importante. Lorsque on parle de Watchman, au début, plutôt que de dire les avantages de Watchman, c'est ça, ça et ça, on leur dit les patients qui utilisent Watchman l'adorent pour les raisons suivantes. Et là, vous listez les raisons pour lesquelles les gens aiment bien Watchman. Ce n'est pas la même chose. Parce que ce que cela suggère, c'est que des gens comme vous aiment Watchman pour les raisons suivantes. Et c'est ainsi que vous rendez l'approche beaucoup plus pertinente. Le troisième principe, c'est celui de la salience. Alors, on essaye d'attirer l'attention sur des choses qui sont particulièrement importantes, qui sont saillantes. Voilà. Donc, comment fait-on? En l'occurrence, comment présenter les avantages de Watchman de manière équilibrée, de manière juste, tout en ne surpromettant rien du tout. Il ne faut pas surpromettre. Par exemple, la sécurité. Alors, il ne faut pas en faire trop, il ne faut pas parler des complications potentielles. Des résultats obtenus. Donc, il faut présenter avec justesse
sans surpromettre, mais en n'évoquant pas non plus trop d'éléments négatifs. L'engagement. Numéro 4. Lorsque vous vous engagez, il est plus probable, il est plus probable que vous teniez l'engagement. Les spécialistes, de manière systématique, doivent définir une date et une heure pour prendre rendez-vous. Donc, plutôt que de poser la question ou de parler de plus tard, on leur a demandé de dire « Je vais vous appeler après, lorsque vous aurez eu votre prochain rendez-vous avec votre cardiologue ». Et à ce moment-là, le patient répond, et normalement doit répondre « D'accord ». Donc à ce moment-là, le patient donne son aval et sait que vous allez le rappeler. À partir de là, le patient reste connecté quelque part. Et vous savez que le patient va décrocher, parce que lui dire que vous allez le rappeler, c'est une chose. Encore faut-il qu'il décroche. Voilà. Si le patient s'engage, accepte de recevoir ce deuxième appel, il est beaucoup plus probable qu'il décroche le téléphone lorsque vous allez l'appeler. Et puis, pour terminer, toute dernière recommandation, là c'est un petit peu plus conceptuel, un peu plus structurel, c'est une étape à la fois. Alors, l'idée, c'est de décomposer des comportements en sous-comportements. Voilà. Quand on arrive à décomposer des comportements, on arrive plus facilement à faire les choses. Donc, une chose à la fois, une étape à la fois. Donc, en ce qui concerne maintenant les appels, ce que nous avons entendu à plusieurs reprises, c'est que les experts en formation patients lorsque le patient n'a jamais participé à une formation, n'a pas ou peu de connaissances, c'est beaucoup d'informations. Certains patients ont la sensation d'être un peu submergés par l'information. Donc, en début d'appel, lorsque vous entamez la vraie formation, il est important d'annoncer aux patients ce que vous allez faire. C'est une méthodologie simple. Il faut dire aux patients ce que vous allez leur raconter. Ensuite, vous leur racontez et à la fin, vous récapitulez en leur disant que vous allez récapituler ce que vous venez de leur raconter. Voilà, il s'agit de rajouter quelques phrases. Dès le début, vous expliquez, voilà, je vais vous parler du dispositif, de la procédure, et ensuite, vous pourrez me poser des questions. Ça permet aux gens de comprendre ce que vous allez faire. Donc, ils savent exactement à quoi s'attendre. Ils ont 3 grandes étapes et s'attendent à avoir ces étapes. Une étape à la fois, donc. Voilà. Donc, lorsque nous avons travaillé ces 5 grands chapitres, la formation a été conçue sur les grands principes de la science comportementale et de l'apprentissage des adultes. L'idée, c'était d'abord de former les formateurs. Il est important d'expliquer ce que vous allez faire, leur dire, puis répéter ce que vous leur avez dit. Il faut proposer des exercices interactifs, expliquer comment ces moteurs d'influence peuvent être utilisés grâce à des expériences passées ou en créant eux-mêmes des exemples réalistes. N'oubliez jamais d'utiliser l'humour et le pré-engagement. L'équipe a bien réagi à la formation, ça a vraiment permis d'aider au mieux nos patients. Cela apporte notamment énormément de nuances, notamment dans la façon de formuler les phrases. Nous allons passer à la diapositive suivante. Donc là, vous allez retrouver quelques exemples sur comment fonctionne ce programme et ces éléments d'influence ou ces nudges pendant les appels avec les patients. Donc, dans le premier chapitre, la première catégorie, la facilité, vous avez un certain nombre d'exemples, d'explications données sur le dispositif. Alors là, c'est particulièrement utile lorsque le patient ne connaît pas du tout Watchman.
Par exemple, si un médecin leur a demandé de faire de la recherche sur Watchman, on peut leur donner ces informations, on peut leur poser des questions. On peut leur demander également d'aller sur le site internet de Watchman en leur expliquant où ils peuvent trouver les différentes informations sur le site. Il y a des vidéos animées notamment ou des témoignages patients par exemple. Sous le chapitre normes, vous avez un exemple ici d'appel où l'expert en formation patient explique comment les patients utilisent le guide de discussion personnalisée pour permettre aux patients ça permet de responsabiliser le patient et de répondre à des questions auxquelles on a essayé de répondre avec d'autres patients. Par exemple, comment poser une question à un médecin à propos d'éventuelles complications. Donc, les normes sont utilisées fréquemment lorsque les patients évoquent le sujet des effets secondaires, par exemple, évidemment basé sur les effets secondaires rapportés par d'autres patients. Dans la partie engagement, là, on parle du suivi. On fixe les objectifs. Il faut, parmi les objectifs, faire un suivi, et ce, pendant l'ensemble de l'expérience avec Watchman. Donc, l'équipe démarre l'appel en informant le patient qu'il s'agit d'un suivi suite à l'évaluation de santé en ligne, qu'ils vont participer à la procédure, qu'on va leur poser un certain nombre de questions complémentaires, simplement pour annoncer ce pourquoi nous les appelons. Ensuite, nous avons fréquemment des patients qui rédigent des questions pour le médecin pendant nos conversations. Donc, ça permet vraiment d'engager et de conserver l'attention du patient. Alors, quelques autres exemples ici. On parlait de science tout à l'heure. Il est important de donner des informations aux patients sur le succès de Watchman. Ça, c'est une méthode qui fonctionne parce que cela parle aux patients. Ils savent que le taux de succès est de 98,8%. Pour la partie une étape à la fois, nous pouvons aider les patients, notamment lors de la première étape qui consiste à effectuer leur première évaluation sur le site Internet pour entamer le processus. Ensuite, ils sont orientés vers des médecins, donc nous pouvons les aider dans ce sens pour qu'ils soient orientés vers les bons professionnels de santé, cardiologues ou celui qui va mettre en place l'implant Watchman. Diapo suivante. Alors, je suis désolé, je me permets de vous interrompre. Nous avons un problème de timing. Cette présentation est très importante, est très intéressante, mais malheureusement, nous allons devoir passer à notre dernière partie, qui est la partie questions-réponses. Il nous reste 2 diapos. Est-ce qu'on peut vous présenter les deux dernières diapos? Absolument. Kim? Alors, Boston Scientific a fait plusieurs choses pour renforcer les formations en sciences du comportement, avec donc un meilleur guide, en travaillant avec des moteurs d'influence, en travaillant sur des nudges, en créant un champion en matière de nudge. Et c'est important pour l'ensemble de nos formateurs patients. Nous avons des team meetings toutes les semaines avec des spécialistes et nous passons en revue l'ensemble des nudges lors des réunions bi-hebdomadaires. Suzanne, je te redonne la parole pour la toute dernière diapo. Merci. Alors, ce que nous n'avons pas mentionné, c'est le Nudge Queen. Ça a été formidable d'avoir cette Nudge Queen. Alors, pour les toutes dernières diapos, je vais simplement vous partager avec vous les résultats. Nous avons donc fait une première évaluation à 3 mois, puis à 18 mois. Après la formation, nous avons donc essayé de voir quelle avait été la portée de ces 5 drivers, si nous avions réussi ou pas. Et vous voyez ici que tout en bas, le rectangle en bas, c'est la baseline à gauche. Là, c'était le premier appel. Au milieu, c'est le premier suivi à 3 mois. Et en haut, vous avez le deuxième suivi à 18 mois. Et comme vous pouvez le voir, pour l'ensemble des drivers, on va dans le bon sens parce qu'ils sont utilisés de manière plus cohérente
pour l'ensemble de ces éléments. Donc, on voit qu'il y a vraiment une cohérence qui s'installe au fil du temps, et ça, c'est encourageant. Et ce, pour l'ensemble des membres de l'équipe qui ont intégré cette façon de travailler dans leur façon de faire. Oui, exactement. Et donc, on voit dans la slide suivante qu'on continue à assurer un suivi avec des études de satisfaction et on constate que 90% des patients sont susceptibles ou très susceptibles d'en parler avec leur médecin après leur conversation. Donc, il y a un suivi qui est effectué. On voit que ces nudges, en fait, font partie de la façon dont on note ces appels pour améliorer l'utilisation par les équipes. Et puis, on constate que les patients ont 3 fois plus de chances d'utiliser Watchman après cela avec des programmes dans ce genre. Donc, les principaux enseignements, comment les principes du nudge sont appliqués au call center au quotidien. En formation, tout cela fait partie d'une discussion et de process d'équipe. Et puis, le suivi dont Suzanne vient de parler, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de continuer à améliorer l'éducation du patient, qui parle de Watchman avec leur médecin, et ça, on le voit déjà à travers différentes études réalisées. Yes, thanks a lot. Coming back to the question and answer. Oui, merci beaucoup. Alors moi, évidemment, on n'a pas beaucoup de temps pour en parler, mais quand même, moi j'ai une question pour tout le monde. C'est un cas très très intéressant, mais à votre avis, quel est l'avenir des sciences comportementales d'une façon générale? Pour Suzanne, pour Kim, pour Kate. Oui, très bonne question. Je crois que d'une façon générale, et dans notre domaine, on va continuer à travailler en partenariat avec les médecins sur la façon dont ils éduquent les patients, parce que nous ne sommes qu'un rouage du dialogue avec les patients et pour les aider à comprendre. Donc, je voudrais avoir plus de partenariats avec les médecins, avec nos clients, pour qu'ils puissent engager le dialogue avec plus de patients, pour les aider à comprendre comment on peut continuer à éduquer les patients de différentes façons. Alors, sur les sciences comportementales et la santé, je crois que c'est quelque chose qui va être de plus en plus intégré dans l'air qu'on respire, pour ainsi dire, parce qu'il y a tellement d'indications que c'est quelque chose qui est extrêmement utile. Et puis, c'est franchement une des choses les plus importantes pour impulser le changement. Ça peut sauver des vies, améliorer la qualité de vie. Il y a vraiment très peu de choses sur lesquelles on ne peut pas travailler là-dessus. Donc, il va vraiment falloir que de plus en plus, ce soit intégré dans les entreprises, dans le domaine de la santé, dans leur communication, dans la compréhension de la structure de leur écosystème. Et je crois que dans l'idéal, j'aimerais bien voir plus de patients, plus de médecins, plus de professionnels de santé sur le terrain qui puissent être plus sensibilisés là-dessus pour en informer les clients et les patients. Pour en revenir à l'étude de cas Watchman, comment avez-vous pu réussir à garder les principes de sciences comportementales au premier plan dans le processus? Oui, alors nous, on a un champion nudge dans l'équipe, c'est moi, et une championne nudge. Et j'ai beaucoup d'exemples sur la façon dont les principaux nudges sont utilisés pendant des interactions en temps réel avec les patients. Et l'équipe le fait aussi. L'équipe le met dans le chat de l'équipe. Ils ont dit « Ah, j'ai un formidable exemple de norme où j'ai utilisé le nudge facilité, etc. » Donc, et puis en fait, le guide d'appel, de gestion des appels,
a également du vocabulaire sur les nudges. Donc on l'a toujours en tête. Et puis évidemment, on assure le suivi avec les différents collègues et les spécialistes de l'éducation patient qui expliquent comment ils utilisent les nudges et donc ça permet de le garder en tête. Et la question évidemment naturelle, c'est et après? Ah bah tout ça c'est vraiment assez passionnant, le nouvel audit qui a été réalisé parce que maintenant on va avoir d'autres principes pour former les équipes, on est en train de le faire sur la valeur, le cadre, les émotions, donc c'est vraiment un apprentissage continu, c'est une formation continue, la façon dont on peut continuer à éduquer les patients, à les aider à parler à leur médecin. Suzanne, souhaitez-vous conclure cette table ronde? Vous avez 1 minute. Formidable, bravo, parfaitement à l'heure. Alors, je voudrais vous remercier toutes et tous qui nous ont regardé, soit en différé ou à distance ou en présentiel, sur ce débat, sur les utilisations très particulières des sciences comportementales dans le domaine de la santé. Merci beaucoup à vous de nous avoir rejoints en direct. C'est vraiment formidable de vous voir et on est vraiment très fiers de ce partenariat avec vous. Et puis merci Harry d'avoir servi de modérateur et puis merci aux organisateurs de la conférence.